2 ex-maires rwandais, condamnés pour génocide, de retour devant la justice française. Lire aussi. Au Rwanda, découverte de 4 charniers datant du génocide de 1994. À l'issue de 2 mois de procès, ils avaient été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Leur condamnation était la seconde et la plus lourde prononcée en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda, après celle, confirmée en appel, de l'ex-capitaine de l'armée Pascal Simbikangwa à 25 ans de réclusion, pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Arrêtés en France, ils y ont été jugés en vertu de la compétence universelle des juridictions françaises pour les crimes les plus graves. L'accusation avait situé les bourgmestres au cœur de la machine génocidaire, un Djansi opportuniste qui va basculer du côté obscur et un Baraïra granitique qui a nié l'existence du génocide. Échapperont-ils à la prison à vie? C'est l'enjeu majeur de ce second procès, 24 ans après les faits. Le procès se tiendra dans la même salle qu'en première instance. Comme en 2016, les débats seront filmés pour l'histoire, des dizaines de témoins seront entendus, venus du Rwanda ou en visioconférence. L'état de santé de Tito Baraïra, toujours sous dialyse pour une insuffisance rénale, nécessitera des aménagements de l'audience, tout au long de ces 8 semaines. Lire aussi. Opération turquoise au Rwanda, les blessures de Bisesero. Différence majeure: les accusés ont changé d'avocat. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est l'équité et la sérénité des débats, que la parole soit plus donnée aux accusés, ont déclaré à la AFP Fabrice Epstein et Benjamin Chouet, les avocats d'Octavien Djansi. Ils ont vu dans le verdict une cote mal taillée qui met les accusés dans le même sac sans distinction. En 2016, 8 semaines de débat avaient donné à voir un génocide entre voisins, sur les collines où l'on participait autrefois ensemble aux travaux communautaires. Un crime de proximité, loin des centres du pouvoir, contrairement au procès de Pascal Simbikangwa, un homme influent de la capitale. Un contexte différent aussi alors qu'en 2014 l'heure était au rapprochement entre le Rwanda et la France après 3 ans de rupture des relations diplomatiques. 2006-2009, les relations se sont à nouveau tendues entre les deux pays, Kigali accusant toujours Paris d'avoir armé les milices génocidaires. À Kabarondo, le massacre le plus effroyable eut lieu le 13 avril 1994 à l'église, où des milliers de paysans tutsis s'étaient réfugiés, espérant trouver un sanctuaire, comme l'avaient été les lieux de culte lors des pogroms précédents depuis les années 1960. C'est pour ce massacre mais aussi pour leur participation à des réunions préparatoires, des rafles ou des perquisitions chez des Tutsis que les 2 hommes seront à nouveau jugés. Lire aussi. Les secrets de la France au Rwanda, les ambiguïtés de l'opération turquoise. Comme ailleurs au Rwanda, où les tueries débutent peu après l'attentat contre le président Hutu Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994, les massacres gagnent vite Kabarondo. Mais au village, où tout le monde se connaît, ce sera un génocide éclair. Selon l'ONU, plus de 800 000 personnes, Tutsis dans leur immense majorité, ont été tuées en 100 jours à travers le pays. Plus de 2000 en un seul jour à l'église de Kabarondo, selon son curé, Orestin Simatata, qui s'est souvenu de bébés quittant le sein de leur mère morte. J'ai été incapable de les protéger, avait dit Octavien Djansi, mais je n'ai pas tué Kabarondo à cette époque était un enfer.